Il y a des moments dans l'histoire du commerce mondial où une seule détroit, un seul couloir de 54 kilomètres de large, suffit à paralyser l'économie de la planète entière. Le 14 avril 2026, ce moment est arrivé. Deux destroyers lance-missiles américains, l'USS Frank E. Peterson Jr. et l'USS Michael Murphy, ont forcé le passage du détroit d'Ormuz sous escorte de drones sous-marins déployés par le CENTCOM dans le cadre d'une opération officielle de déminage. Mais ce que ces navires ont trouvé dans ces zones n'est pas seulement un champ de mines, c'est un chaos total, un labyrinthe mortel que l'Iran lui-même ne contrôle plus. Bienvenue sur Monde sous tension, je suis votre analyste. Ce que nous allons décortiquer aujourd'hui, ce n'est pas simplement une opération navale américaine, c'est l'histoire d'une arme stratégique qui s'est retournée contre celui qui l'a posée et des conséquences géopolitiques et économiques qui en découlent pour le monde entier, y compris pour vous en Europe, à la pompe et dans votre portefeuille. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Parce que ce que nous allons analyser ensemble dans les prochaines minutes, vous ne le trouverez pas résumé de cette façon ailleurs. Abonnez-vous, activez la cloche. On commence? Commençons par les faits tels qu'ils ont été documentés. Le 14 avril 2026, le commandement central américain, le CENTCOM, a officiellement annoncé le lancement d'une opération de déminage dans le détroit d'Ormuz. Les deux destroyers de classe Harley Burke engagés dans cette mission, l'USS Frank E. Peterson Jr. et l'USS Michael Murphy, font partie du groupe aéronaval du porte-avions Abraham Lincoln, actuellement en alerte maximale dans le golfe Persique. Ces navires ne sont pas des chasseurs de mines ordinaires, ils sont équipés du système de combat Aegis, capable de surveiller des centaines de kilomètres carrés simultanément avec leur réseau radar. Leur mission dépasse donc largement un simple nettoyage. Il s'agit d'établir un corridor de transit sécurisé dans la partie la plus étroite du détroit, ce goulot de 33 kilomètres au point le plus resserré, pour permettre aux pétroliers de reprendre leur route derrière ces destroyers. Le CENTCOM a déployé des véhicules sous-marins autonomes, des drones de guerre des mines de dernière génération, pour cartographier et neutraliser les engins posés par les gardiens de la révolution islamique. Selon les évaluations citées par plusieurs médias spécialisés en défense, les gardiens de la révolution ont utilisé de petites embarcations rapides pour poser ces mines de façon irrégulière et précipitée. Des mines de contact amarrées, des mines à déclenchement magnétique et acoustique, et des mines dérivantes ont été identifiées dans la zone. Et voici le problème central qui hante les planificateurs militaires américains et les compagnies d'assurance maritime mondiale. Une partie significative de ces mines a été emportée par les forts courants de fond du Golfe et a dérivé à des kilomètres de leur position initiale. En termes opérationnels, cela signifie que même l'Iran ne sait plus exactement où sont ses propres mines. C'est là que la situation bascule d'une crise régionale vers quelque chose de beaucoup plus profond. L'Iran a posé une arme qu'il ne peut plus retirer. Le transit du 11 avril n'a d'ailleurs pas été silencieux. Dès l'entrée des destroyers américains dans le détroit, les unités navales des gardiens de la Révolution ont intercepté les navires et ont diffusé sur les fréquences radio un message qualifié d'avertissement final. La partie américaine a maintenu sa route en invoquant le droit international et les règles de cessez-le-feu en vigueur. Selon plusieurs sources de défense citées par des agences de presse régionales, un drone de fabrication iranienne aurait été détruit par les forces américaines au pic de la tension, bien que ce point reste sujet à vérification. Ce qui est confirmé, en revanche, c'est la position officielle de Téhéran qui a nié le transit, affirmant que les navires avaient rebroussé chemin après l'avertissement, tout en déclarant publiquement qu'elle répondrait de façon beaucoup plus sévère à toute présence militaire étrangère dans le détroit à l'avenir. Parallèlement, après exactement 21 heures de négociations à Islamabad, les parties n'ont pas réussi à parvenir à un accord définitif. Le vice-président américain J.D. Vance a publiquement accusé l'Iran d'avoir commis une erreur monumentale, une formulation qui, dans le langage diplomatique américain, constitue rarement une simple déclaration. Le timing est donc le suivant. Échec des négociations, transit forcé à Hormuz, drones sous-marins déployés, et de l'autre côté, un Iran qui affirme avoir perdu ses propres mines dans ses propres eaux. Le résultat concret, à ce stade, reste néanmoins encourageant à la marge.
Dans les jours suivant le transit des destroyers, 3 supertankers ont franchi Hormuz, les premiers depuis le début de la crise. Les verrous commencent à bouger, mais le détroit est loin d'être sûr. Les marchés ont intégré cette réalité bien avant les communiqués officiels. Le prix du baril de pétrole a franchi les 118 dollars et continue de progresser. Les primes d'assurance des navires transitant par Hormuz ont été multipliées par un facteur que plusieurs courtiers maritimes londoniens qualifient d'historique. La grande majorité des armateurs évitent encore le risque, préférant les routes alternatives malgré leur surcoût considérable. Le contournement par le cap de Bonne-Espérance représente 10 jours de navigation supplémentaires et une multiplication des coûts en carburant. Le canal de Suez, quant à lui, fonctionne déjà à saturation et reste exposé à la menace Houthi en mer Rouge. Ces alternatives existent, mais elles ne constituent pas une solution structurelle. Environ 20% du pétrole mondial transite par Hormuz chaque jour. Ce ne sont pas seulement les prix à la pompe qui sont en jeu, le gaz naturel, les produits pétrochimiques, les engrais, les matières plastiques, l'ensemble de ces flux empruntent le même corridor. Lorsque Hormuz est obstrué, chaque secteur de l'économie mondiale en ressent les effets, de l'alimentation à l'électronique, de l'agriculture à la construction. L'inflation mondiale, déjà structurellement élevée, trouve dans cette crise un accélérateur supplémentaire. Ce sont les économies les plus dépendantes des importations énergétiques, notamment les économies en développement, qui absorbent l'impact le plus violent, au risque d'être précipitées dans une spirale d'endettement. Avant d'aller plus loin dans les scénarios à venir, et il y en a plusieurs, dont un en particulier que Trump a évoqué directement sur ses réseaux sociaux et qui change complètement la donne, une pause. Si cette analyse vous apporte quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs, le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter, c'est un abonnement et un like sur cette vidéo. Cela permet à la chaîne de continuer ce travail. Parmi les liens, on reprend. Voici maintenant le scénario que personne ne voulait voir arriver officiellement sur la table, mais qui y est. Le président Trump a déclaré, citation directe, nous allons ouvrir ce détroit même si nous ne l'utilisons pas, parce que nous n'avons pas reçu l'aide de l'OTAN dans le monde. Cette formulation signifie une chose précise. Washington envisage une action unilatérale pour reprendre le contrôle d'Ormuz, et le nom de la doctrine qui circule dans les médias spécialisés en défense est ce que certaines sources désignent comme un blocus extérieur. Concrètement, si l'Iran refuse de sécuriser le détroit qu'il a lui-même miné et qu'il ne contrôle plus, la marine américaine pourrait établir son propre dispositif de contrôle à l'entrée et à la sortie du détroit, décidant elle-même quels navires peuvent transiter et lesquels ne le peuvent pas. Ce n'est plus seulement l'ouverture d'un corridor, c'est la mise sous tutelle américaine d'un passage maritime international. Le groupe aéronaval Abraham Lincoln, déjà en alerte dans la région, dispose de la puissance de feu nécessaire, des F-35 et F/A-18, capables d'établir un bouclier aérien au-dessus du détroit, des destroyers et des croiseurs pour contrôler la surface, des drones sous-marins pour neutraliser les mines dans la zone des 33 km les plus étroits. Un tel dispositif permettrait théoriquement de réduire les exportations maritimes iraniennes de 70% en bloquant, inspectant ou déviant les navires jugés suspects. Mais il faut mesurer les risques dans l'autre sens également. L'Iran possède des milliers de drones suicides et des centaines de missiles balistiques anti-navires déployés sur ses côtes, précisément conçus pour cibler des navires de guerre dans des eaux étroites et peu profondes. La doctrine de guerre asymétrique des gardiens de la Révolution a été construite pendant des décennies autour d'un scénario précis, attrition de forces navales supérieures dans un détroit contraint. Avec 33 km de largeur au point le plus étroit, Hormuz est, dans le vocabulaire militaire, une zone de tir à portée quasi certaine. Tout navire américain imposant un blocus dans cette configuration devra potentiellement réagir à des salves de missiles en quelques secondes. Le risque d'un incident majeur, un navire américain touché, transformerait mécaniquement la crise régionale en confrontation directe à une échelle sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est exactement là qu'entre en scène l'acteur qui bénéficie le plus de l'ensemble de cette situation sans en payer le moindre coût, la Russie. Tandis que Téhéran voit ses exportations pétrolières bloquées par ses propres mines, l'Iran exportait 1,5 million de barils par jour avant la guerre. Moscou voit le baril dépasser les 118 dollars, effaçant de facto le plafonnement des prix imposés
par les Occidentaux sur le pétrole russe, les marchés européens et asiatiques contraints de s'approvisionner coûte que coûte, fermant les yeux sur les sanctions ou les contournent. Et pendant ce temps, l'encombrement d'Ormuz rend soudainement attractif l'investissement russe dans la route maritime du Nord, le corridor arctique reliant l'Asie à l'Europe via des brise-glaces nucléaires, entièrement indépendant du Moyen-Orient. Chaque semaine supplémentaire de crise à Hormuz rapproche ce projet d'une réalité commerciale. Et chaque dollar supplémentaire engrangé par Moscou via la hausse des prix du pétrole alimente directement le complexe militaro-industriel russe. L'Iran pensait tenir son atout maître, il a en réalité renforcé la main de Moscou tout en sciant sa propre branche. Voilà donc la grande ironie stratégique de cette crise. L'Iran a posé des mines pour fermer un détroit et paralyser ses adversaires. Résultat, il ne contrôle plus ses propres mines, ses propres exportations pétrolières sont bloquées, sa crédibilité diplomatique est affaiblie. Et c'est Moscou, pas Téhéran, qui sort renforcé de ce rapport de force. Lorsqu'une arme que vous avez posée pour nuire à votre ennemi commence à vous nuire à vous en temps de paix, ce n'est plus une stratégie. C'est une erreur de calcul de premier ordre. La question qui reste ouverte, et elle est cruciale, est la suivante. Dans les semaines à venir, est-ce que les drones sous-marins américains parviendront à ouvrir un couloir sûr de 33 km avant que la pression économique mondiale ne rende inévitable une escalade militaire directe? Ou est-ce que les mines dérivantes dans les eaux sombres du Golfe vont déclencher la catastrophe que ni Washington, ni Téhéran, ni Moscou ne peut réellement contrôler? Voilà ce que nous continuerons à suivre sur Monde sous tension. Donnez-nous votre analyse dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très vite pour la suite.